Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. L'invité aujourd'hui, c'est Mario Beauregard pour la publication de son ouvrage « Les pouvoirs de la conscience » aux éditions Interédition INRES. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Mario Beauregard, bonjour et merci de participer à cette émission. Bonjour. Alors, vous avez publié un livre, Les pouvoirs de la conscience, aux éditions Interédition. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage ? Dans mon domaine, qui est les neurosciences, la vision matérialiste, réductionniste de l'être humain est dominante depuis un siècle. Et un petit peu comme dans tous les autres domaines au niveau scientifique, au niveau des sciences naturelles. Mais il y a de plus en plus d'évidences qui montrent que cette vision-là est fausse. Donc, mon point de départ, c'était de présenter différents types d'études, d'évidences, montrant que cette vision-là est fausse. Alors, comment en êtes-vous arrivé à étudier les phénomènes paranormaux ? Moi, je considère pas que j'étudie des phénomènes paranormaux, parce que... Bon, d'abord, je fais pas de recherche directement. Je parle des phénomènes psy dans le livre, mais moi, je fais pas de recherche directement à ce niveau-là. Par contre, j'ai fait quelques études en rapport avec ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Mais bon, il y a des gens qui ne croient pas que ça rentre dans le domaine des phénomènes dits paranormaux, là. Sauf que d'autres considèrent que oui. Donc ça, c'est discutable. Mais pourquoi ça m'intéressait? À cause d'expériences personnelles que j'ai vécues à partir de mon enfance, des expériences à caractère soit psychique ou soit de caractère spirituel. Alors c'était quel genre d'expérience exactement? Mes parents étaient cultivateurs, comme on dit ici au Québec, et puis donc on avait accès, lorsqu'on était enfant, à des champs, des forêts, tout ça. Je passais beaucoup de temps durant l'été à ces endroits-là, puis j'ai eu des expériences où j'avais l'impression de faire un avec l'environnement, avec la forêt, tout ça. Puis j'ai aussi compris à travers ces expériences-là qu'on était beaucoup plus que notre petit soi. Donc ça a été un point de départ. Puis c'est ce qui m'a mis sur la piste de vouloir essayer de comprendre mieux les rapports entre le cerveau d'une part, puis la conscience, l'esprit, l'âme d'autre part. Alors, nous avons fait plusieurs émissions avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, oui. avec Sonia Barcala que vous devez connaître, notamment, voilà, on a assisté d'ailleurs au congrès de 2006 et à ce congrès là, à Marseille. Alors, déjà, où situer la conscience dans le cerveau, ou est-elle hors du cerveau? On parle beaucoup de conscience délocalisée, notamment justement au cours de ces symposiums là à Marseille. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Pour moi, c'est pas que quand on parle de conscience ou d'esprit, de processus mentaux comme l'attention, la perception, la mémoire, etc. Ce sont des fonctions mentales et donc c'est un phénomène qui n'est pas physique. Une pensée, par exemple, ça n'a pas de masse, de volume, de forme, etc. Mais ça peut exercer une influence très, très importante, évidemment, au niveau du cerveau, du corps, puis même à l'extérieur de l'organisme. Donc, en temps normal, à l'état de veille, il y a une corrélation forte entre donc l'activité mentale, la conscience, et l'activité du cerveau. Ça, c'est indéniable. Et puis, si, par exemple, il y a une lésion dans une région spécifique du cerveau, par exemple au niveau de la perception visuelle, votre perception visuelle va être affectée par la suite. Même chose si on induit, par exemple, un changement au niveau neurochimique avec un agent psychotrope, par exemple, on va modifier l'expérience consciente de l'individu. Donc, en temps normal, il y a un couplage qui est très fort entre l'activité mentale et l'activité cérébrale. Mais dans certaines circonstances, ce couplage-là
est modulé et modifié, comme par exemple lors d'une expérience de mort imminente. Donc, ce que je propose, puis que d'autres ont proposé auparavant aussi, c'est que le cerveau agit comme une espèce de filtre. Donc, il va faire en sorte qu'on va focaliser notre attention au niveau de l'environnement externe à l'organisme, mais aussi l'environnement interne, c'est-à-dire nos sensations physiques, notre activité mentale, etc. Sauf que lorsque le cerveau et son activité est modulée de façon externe, à ce moment-là, la fonction de filtre de cet organe-là est affectée. Et la plus éclatante démonstration, c'est l'expérience de mort imminente en arrêt cardiaque. Pourquoi? Parce que en arrêt cardiaque, il y a l'irrigation sanguine au cerveau qui stoppe rapidement. Et là, si vous enregistrez l'activité électrique du cerveau avec ce qu'on appelle un électroencéphalogramme, EEG, vous allez voir que la ligne électrique devient plate. Donc, il n'y a plus d'activité électrique qu'on puisse déceler. Et à ce moment-là, en principe, selon les neurosciences contemporaines, les fonctions mentales complexes ne sont plus possibles, dont la conscience. Or, dans la dernière décennie, il y a 5 études différentes qui ont montré que des patients qui étaient en état d'arrêt cardiaque ont vécu des processus mentaux conscients, donc ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Et dans certains cas, ça impliquait aussi un phénomène hors corps. Et donc, les perceptions des patients durant l'expérience hors corps ont pu, dans certains cas, être validées par des membres de l'équipe chirurgicale, par exemple, après coup. Donc, ça veut dire que la conscience peut aussi opérer de façon non locale. Ce qu'on dit non locale, c'est-à-dire que à ce moment-là, elle est moins corrélée, ou dans ces circonstances-là, elle est plus corrélée du tout avec l'activité du cerveau. Donc, il y a 2 modes d'opération. Il y a un mode plus local, si on veut, qui est couplé avec le cerveau en temps normal, et dans certaines circonstances, il y a une délocalisation, comme vous dites, de la conscience. Comme Pamela Reynolds, par exemple. Par exemple, c'est une belle illustration. Ouais. Quoique, dans son cas, on ne sait pas exactement quel moment c'est difficile parce qu'on s'est basé sur un rapport subjectif de sa part, puis on ne pouvait pas établir une correspondance parfaite. Lorsqu'elle a eu une expérience hors du corps, elle n'était pas encore morte cliniquement. Donc ça, c'était avant. Mais par contre, elle était dans un état d'anesthésie profonde et puis on avait bloqué ses yeux, ses oreilles et tout ça. Donc elle n'aurait pas dû, en principe, être capable de, par exemple, entendre ce que des chirurgiens se disaient entre eux ou être capable de décrire une des scies chirurgicales qui a été utilisée, etc. Donc, c'est sûr que c'est un cas qui est difficile à expliquer dans un cadre strictement matérialiste, réductionniste. Alors nous faisons intervenir régulièrement justement dans cette émission des personnes qui ont vécu des NDE, comme Nicole Dron par exemple, et qui nous disent quand ils étaient de l'autre côté que le temps n'existait pas, qu'ils avaient une vision à 360 degrés. Quelle est votre explication justement sur cette notion de l'espace-temps? La perception de l'espace-temps est en grande partie conditionnée par l'activité du cerveau. Donc, si on module l'activité du cerveau, comme je l'expliquais précédemment, dans certains états de conscience altérés, par exemple en méditation profonde, ça peut être en état d'isolation sensorielle, ça peut être l'expérience de mort imminente, ça peut être aussi des antéogènes, par exemple, certaines substances psychédéliques. Là, on module la fonction de filtre du cerveau et automatiquement, on va modifier aussi l'appréhension de l'espace et du temps à ce moment-là. Ce que ça peut vouloir dire, c'est que notre perception, notre impression donc de vivre dans un certain espace-temps est complètement conditionnée par une certaine activité cérébrale à l'état de veille. C'est une activité qui fait consensus au sein de notre culture, notre société, mais qui ne fait pas consensus dans d'autres cultures. Par exemple, en Amazonie, où on utilise certaines substances psychédéliques. Alors, ça n'existe pas de façon absolue, comme le philosophe Kant l'a déjà dit, il y a quelques siècles. Et ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que lorsque la fonction de filtre du cerveau est modulée ou est cancellée, d'une certaine façon, on peut accéder à d'autres espaces-temps, si vous voulez. D'autres réalités, d'autres dimensions. D'autres réalités.
Oui, tout à fait. Que pensez-vous, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jacqueline Bousquet, qui était chercheuse au CNRS en France, et qui parlait justement des champs informationnels étudiés par Émile Pinel. Je ne connais pas. Non. Enfin, elle parlait de champs informationnels, c'est-à-dire qu'il y a 3 champs, champ H1, H2, H3. Donc le champ H2 correspondant au plan physique. Et elle disait que quand il y avait mort, il y avait déconnexion du plan H2 du plan physique et on se retrouvait à vivre sur les 2 autres champs. Ah, c'est une hypothèse intéressante. C'est un peu en lien, dans le fond, avec ce que j'avance moi-même. Donc, c'est intéressant. Puis aussi, je parle dans le livre de Phénomène d'ici, où on voit qu'il y a une interconnexion, par exemple, la distance entre des individus séparés. Et ça montre aussi que, pour en revenir à cette question-là d'information, qu'il y a des échanges qui s'opèrent sur le plan informationnel subtil. Donc, ça pourrait apporter du poids, par exemple, à cette hypothèse-là. D'ailleurs, on dit que le monde physique n'existe pas en tant que tel, que c'est un champ d'information densifié en énergie. Oui, il y a certains physiciens maintenant qui proposent des choses comme ça, pour qui l'information serait finalement l'élément crucial, primordial dans l'univers, encore plus que ce qu'on appelle la matière, par exemple. Notamment les physiciens en sciences quantiques. Oui, exactement. On pourrait évoquer aussi le problème des aveugles de naissance et des gens qui ont déjà vu et qui sont devenus aveugles et en état de décorporation retrouvent une vue extraordinaire. Oui, c'est une étude qui a été faite par le Dr. Kenneth Ring, qui est un psychologue et aussi expert en recherche sur les EMI. Il a fait ça avec une autre psychologue, Sharon Cooper, dans les années 90, et puis ils ont investigué une trentaine de cas d'aveugles, soit de naissance ou suite à un accident plus tard dans la vie. Puis ce sont des gens qui ont vécu une expérience de mort imminente et une décorporation. Et ils ont pu, ces gens-là, rapporter des éléments de l'environnement, par exemple, de ce qui se passait, des détails au sujet des procédures de réanimation, etc. Et c'est des perceptions qui ont pu être corroborées de façon indépendante par la suite. Et donc, ça démontre, comme je disais précédemment, que ce n'est pas le cerveau lui-même qui génère la pensée, mais le cerveau semble plus servir d'interface sur le plan de l'information. Et donc, il serait possible de percevoir en l'absence d'activité cérébrale. Et Ring et Cooper ont proposé un terme en anglais, c'est mindsight. Donc, c'était comme une vision à partir de l'esprit. Oui. Et qui serait également possible en état non local. D'ailleurs, comment peut-on expliquer un aveugle qui n'a jamais vu arrive à décrire... Alors, il parlait, je pense que ces aveugles parlaient de différences, de nuances, parce qu'ils n'avaient pas de référence puisqu'ils n'avaient jamais vu. Exactement. Oui, ils n'avaient pas nécessairement les mêmes concepts qui n'avaient pas été engrammés en mémoire au niveau cérébral. Donc, c'était difficile, mais de par leur description, au niveau de leur expérience subjective, on pouvait comprendre ce à quoi ils référaient. Et on s'est rendu compte que finalement, ils étaient aussi capables d'une perception. Mais on ne pouvait pas parler de perception visuelle parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'activité cérébrale dans plusieurs des cas. Donc, c'est pour ça que les chercheurs ont proposé l'expression vision d'esprit. Vous-même, vous avez rencontré des personnes comme ça qui étaient aveugles? Des aveugles, non. Oui. Non. Moi, ce que j'ai fait, dans une de nos études, ce qu'on a voulu faire, c'est de voir si il était possible pour des expérienceurs de se reconnecter à une des dimensions de l'expérience qui est centrale, c'est-à-dire la rencontre avec la lumière ou l'être de lumière, selon les rapports d'expérienceurs. On avait déjà fait une étude au préalable avec des nonnes carmélites en état de contemplation. Puis on voulait voir si l'activité des régions du cerveau et aussi des circuits cérébraux était semblable ou différente dans cet autre état, donc altéré de conscience. Et donc on a réuni une quinzaine d'individus, des expérienceurs qui disaient avoir cette capacité-là d'être demeurés en contact
avec la lumière et d'être capable de se rebrancher, si vous voulez, à la lumière ou l'être de lumière en question. Et on a vu différentes activations dans des régions qui étaient assez similaires, dont une région qui s'appelle le lobe temporal. Le lobe temporal, il y a une trentaine d'années, il y a des neurologues qui ont proposé que c'était comme le centre, si on veut, de religieux ou spirituel dans le cerveau, celui qui c'était à la source des expériences transcendantes. Et lors de nos études avec les carmélites et aussi avec les expérienceurs, on a vu une activation dans cette région-là. Par contre, lorsqu'on voit des activations dans ces régions en imagerie cérébrale, ce sont, comme je le disais, plutôt des corrélations, donc des phénomènes qui sont associés, mais il n'y a pas de relation de causalité, de cause à effet qui est impliquée. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'il y a une activation dans une région X, que ça va causer un changement dans l'expérience subjective, par exemple. Alors, le docteur Eben Alexander nous a donné un magnifique témoignage. Est-ce que vous l'avez rencontré, le docteur Eben Alexander? Non, je ne l'ai pas rencontré, j'ai pas lu son livre, j'ai lu un résumé de son expérience. Je ne sais pas beaucoup à son sujet. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie de La Clé du Mystère. L'invité aujourd'hui, c'est Mario Beauregard pour son ouvrage Le pouvoir de la conscience. Vous pourrez trouver cet ouvrage aux éditions Interéditions INRES. Alors, vous avez consacré dans votre livre un chapitre sur la sortie hors du corps qui passionne de nombreux auditeurs d'ailleurs. Comment expliquer ce phénomène de décorporation? On peut le faire sans être en danger de mort. On peut faire par divers techniques. Oui. Sauf que ce qu'on appelle, nous, en langage technique, le schéma corporel, donc la relation par rapport au corps, au sentiment d'être à l'intérieur d'un corps ou d'avoir un corps, c'est associé avec l'activité de certaines régions dans le cerveau qu'on connaît. Une région en particulier qu'on appelle le lobe pariétal, vers le haut et l'arrière du cerveau, au-dessus de la zone visuelle. Et donc, on sait que cette fonction-là, c'est associé à différentes sous-régions dans ce qu'on appelle le lobe pariétal. Et donc, s'il y a modification d'activité dans cette région-là, le schéma corporel est modifié et on peut avoir l'impression donc de faire des sorties du corps. Il y a des études qui ont été faites d'ailleurs à Genève, des expériences de stimulation électrique dans une région qu'on appelle le gyrus angulaire, par exemple. Et là, lorsqu'il y avait stimulation électrique dans cette région-là, il y a des patients qui avaient l'impression de sortir de leur corps. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de mourir cliniquement pour faire une expérience de décorporation, parce que il suffit d'avoir une altération suffisamment importante au niveau de cette région-là. Et on peut aussi avoir une expérience de décorporation. Par contre, dans certains cas, il s'agit d'un phénomène qui est illusoire, c'est-à-dire c'est une illusion. Donc, ce n'est pas une décorporation en tant que telle. Et les gens ne seront pas capables de rapporter des éléments d'information de ce qui se passe alors qu'ils ont l'impression de se décorporer. Mais dans d'autres cas, ça semble être authentique. Sauf que sur le plan scientifique, il n'y a pas eu beaucoup encore d'études de fait chez les individus qui disent être capables de se décorporer, mais de façon volontaire. Quelle est la différence entre une sortie de corps et avoir l'impression? Parce que visiblement, tous ceux qui ont témoigné ne disent pas qu'ils ont l'impression, ils disent qu'ils sont sortis de leur corps. Oui, mais c'est difficile sur le plan scientifique d'être capable de... Il y a d'autres personnes qui rapportent une vision à distance, par exemple. C'est très difficile d'être capable de départager les deux mécanismes. Donc,
ultimement, je sais qu'il y a quelques études qui étaient faites dans les années 70 à New York, où on demandait aux gens qui disaient être capables de se décorporer de façon volontaire, d'aller affecter un système physique qui avait été mis en place, mais de façon très subtile, là. Donc, on pouvait voir s'il y avait comme une altération au niveau d'une mesure qui était faite dans ce système-là. Mm-hmm. Et ça pouvait valider l'idée qu'il y avait quelque chose qui se décorporait. Il y avait un élément peut-être physique, peut-être subtil, qui était décorporé par rapport à simplement avoir une vision à distance, où là, en principe, on ne pourrait pas affecter le système en question. Est-ce que vous êtes d'accord avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui dit aujourd'hui nous avons des preuves, il faudrait aller plus loin? Oui, parce que, comme je le disais tantôt, au cours de je pense, les 10-12 dernières années, il y a eu 5 études différentes faites soit aux États-Unis, soit en Hollande, au Royaume-Uni, où on a répertorié plus d'une centaine de cas d'individus qui ont vécu une EMI en absence d'activité cérébrale durant un état d'arrêt cardiaque. Donc, pour moi, la question est réglée au sens où, oui, c'est un phénomène qui existe et qui est réel. Maintenant, il faut pousser les recherches pour essayer de mieux le comprendre. Ça, on est jusqu'au début, là, au balbutiement, mais que le phénomène existe bel et bien, oui, mais pour moi, c'est maintenant démontré. Alors justement, c'est ce qui expliquerait tous ces phénomènes que l'on dit paranormaux. Mais c'est ça, mais ils sont paranormaux uniquement par rapport à un certain schéma de référence, c'est-à-dire par rapport à une idéologie matérialiste, réductionniste, mécaniste. Ça, ce sont ce qu'on appelle des postulats métaphysiques qui sont à l'origine de la science moderne et qui sont apparus de concert avec l'émergence de ce qu'on appelle la physique classique maintenant. Donc, avec les pères de la physique classique comme Galilée, Newton, Descartes, etc. Donc, la physique quantique moderne au XXe siècle a montré que ces postulats là étaient faux, c'était erroné. C'est-à-dire que, par exemple, la physique quantique a dématérialisé le monde, l'univers. On ne croit plus à l'existence de minuscules boules de billard, par exemple, pour représenter les atomes. On parle beaucoup plus en termes d'énergie-information. On a réalisé aussi que les physiciens qui font des actes de mesure, qui sont des observateurs, influencent l'observation au niveau du monde microphysique, etc. Donc, on a montré que tous ces dogmes-là, finalement, qui sont des croyances sur le plan métaphysique, sont erronés. Alors, les phénomènes paranormaux ne sont plus paranormaux si on modifie les postulats de base de la science actuelle. Ils ne seraient plus vus comme des choses, des aberrations, des anomalies, parce que, par exemple, si vous reconnaissez qu'il existe une interconnexion fondamentale dans l'univers entre différents niveaux d'organisation, sur le plan physique, biologique, et si on inclut la psyché humaine dans tout ça, il n'y a plus du tout d'anomalie à ce moment-là. Oui, tout devient normal. Tout devient normal, mais on fait juste donc élargir notre modèle conceptuel, si on veut, de ce qui est la réalité. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, Mario de Beauregard, vous travaillez sur quoi? Quels sont vos sujets d'études? Je travaille sur un modèle théorique, justement, de la conscience, que je vais publier d'ici quelques mois. Et puis, c'est un modèle dans lequel moi, j'assume que la psyché est une force fondamentale dans l'univers. Donc, la psyché, ça englobe toutes les fonctions mentales, la conscience, et que ça soit conscient ou non. Les processus inconscients sont impliqués là-dedans aussi. Et ce que je propose donc, c'est que c'est une force fondamentale, primordiale, tout aussi fondamentale que les forces dites fondamentales en physique moderne, par exemple, et qu'on ne peut pas comprendre l'univers, la réalité, sans faire référence à ça, à tous les niveaux, que ce soit sur le plan de la physique, comme on le montre en physique quantique, mais aussi au niveau de la biologie. Par exemple, nos pensées, nos émotions, etc., modulent l'activité de nos cerveaux, de nos corps. On le voit maintenant de plus en plus dans le domaine qu'on appelle psychoneuroimmunologie. Mais il y a aussi des effets qui ne sont pas localisés, donc qui sont à l'extérieur de l'organisme dont on a parlé un petit peu.
Donc c'est une nouvelle vision, si on veut, de la conscience. Et maintenant je quitte l'Université de Montréal pour l'Université de l'Arizona. Et là-bas, ce que je fais, c'est que je suis en train d'organiser une réunion au début de l'année prochaine où on va jeter les bases d'une nouvelle science post-matérialiste. C'est-à-dire que on va proposer un manifeste pour une science post-matérialiste. Donc, on estime qu'il y a suffisamment maintenant de données expérimentales, d'évidence scientifique pour passer à une nouvelle étape au niveau de la science. Et ça, c'est dans la même foulée, si on veut, que les pères de la mécanique quantique ont réalisé il y a à peu près un siècle de ça. Et donc, il faut élargir le modèle conceptuel, donc, comme je le disais, et il va y avoir une réunion qui va regrouper plein de scientifiques visionnaires dans différentes disciplines, comme la physique, la biologie, les neurosciences, etc. Oui, finalement, c'est ce qui explique tous les phénomènes psychosomatiques, en partant de la maladie, voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est que chaque modification sur le plan psychologique, donc par exemple au niveau émotionnel, est couplée avec des modifications de l'activité au niveau du cerveau. Et le cerveau lui-même, c'est un organe qui est connecté avec tous les grands systèmes physiologiques de l'organisme, donc le système immunitaire, le système endocrinien, le système cardiovasculaire. Vous avez aussi l'expression des gènes, par exemple. Ouais. Et donc, ça explique que, par exemple, si vous avez une pensée récurrente négative que vous entretenez à votre sujet, vous êtes déprimé, ça l'amène ce qu'on appelle une transduction. Donc, c'est converti en langage neurologique, puis ça amène la sécrétion de certains messagers chimiques, par exemple, qui, à long terme, peuvent être toxiques pour l'organisme. Si vous êtes stressé, par exemple, vous allez sécréter beaucoup de cortisol au niveau de l'organisme. Or, on sait que le cortisol, c'est une hormone de stress qui peut être très toxique, qui peut détruire des neurones dans la région du cerveau qu'on appelle l'hippocampe, qui est impliqué au niveau du stockage d'informations, de la mémoire. Donc, on trouve maintenant de plus en plus de corrélation entre l'état psychologique et les démences, par exemple, comme la maladie d'Alzheimer. C'en est un exemple. Et ça signifie que si on entretient pendant trop longtemps des pensées négatives, mais ça semble être, comme je disais, toxique pour le cerveau, pour l'organisme. Donc, c'est couplé parfaitement. Tout ce qui se passe au niveau de la psyché, tout ce qui se passe au niveau de l'organisme, c'est étroitement associé. Finalement, il y a le bon et le mauvais stress. On peut être stressé, mais d'une manière positive. Oui, mais c'est une question de niveau, oui, parce que il y a une courbe là qui a été établie, puis si vous êtes au centre de la courbe, ça va vous permettre de mieux performer. Ça va optimiser votre performance. Mais si vous dépassez un certain niveau de sécrétion, à ce moment-là, ça peut avoir des effets très délétères. D'accord. Alors, vous donnez des conférences, je suppose? Oui, je donne des conférences. Là, je dois aller participer à une discussion avec le Dalai Lama. C'est à Melbourne, en Australie, dans un mois, où on va discuter avec quelques autres scientifiques de là-bas. On va discuter de la nouvelle science de l'esprit, par exemple. Donc, je participe à ça. Puis, je participe bientôt aussi, je ne sais pas si vous avez vu le film What the Bleep Do. Oui. Bon, ils sont en train de faire une deuxième partie, là, puis je dois participer à ça aussi. Et là, ça concerne, c'est tout simplement basé uniquement sur la physique quantique, mais ça englobe toutes les disciplines, un peu tout ce dont on vient de parler durant l'entrevue. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des projets autres pour les mois et les années à venir? Le projet le plus important pour moi, c'est de contribuer donc à un changement de paradigme majeur au niveau scientifique. Donc, à contribuer à une nouvelle révolution sur le plan scientifique. Donc, celle de la conscience, finalement. Et ça, on est déjà dans une période de transition. La rencontre dont je vous parlais avec d'autres scientifiques et tout ça, ça prouve. Et puis, il y a un manifeste qui va être écrit là, suite à cette rencontre-là. Ça prouve qu'on est rendu là. Donc, on est dans une phase de transition entre deux paradigmes. Et que d'ici quelques décennies, je pense que on va vivre une nouvelle révolution scientifique qui va être tout aussi importante que la révolution copernicienne, par exemple. Je suis impliqué là-dedans de façon très, très importante. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les choses s'accélèrent, justement? Oui, tout à fait.
du grand public. Il y a énormément, parce que je voyage à travers différents pays, puis je le vois. Mais même au niveau scientifique, les choses sont en train de changer, heureusement. Donc, il y a encore la résistance. C'est sûr que la vision dont on vient de parler, le nouveau paradigme, il n'est pas encore dominant sur le plan académique à travers le monde, mais il gagne beaucoup de terrain rapidement. Puis pour moi, ça me donne beaucoup d'espoir par rapport à l'avenir. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs qui sont en recherche? Oui. D'abord, de ne pas croire ce que le vieux paradigme nous dit, c'est-à-dire qu'on est des machines biologiques sophistiquées, mais complètement déterminées par soit nos neurones, nos neurotransmetteurs, nos gènes, etc. C'est faux. Il y a de plus en plus de données scientifiques qui montrent exactement le contraire, et j'en parle dans le livre abondamment. Deuxièmement, que notre cerveau est comme une espèce d'interface, mais on peut se brancher, se syntoniser sur d'autres fréquences, si on veut, utiliser cette analogie-là, qui nous amène en contact avec d'autres réalités, des réalités beaucoup plus grandes, des réalités transcendantes. Ça, c'est possible. Il y a différents moyens d'arriver à ça. Il y a des gens qui y arrivent en méditant, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui utilisent, par exemple, l'isolation sensorielle, les caissons, etc. Il y en a d'autres qui utilisent la voix plus chimique, mais ou carrément la voix spirituelle. Mais donc, on est beaucoup plus simplement qu'un corps de chair, d'os, de sang. On est infiniment plus que ça, parce que finalement, les expériences transcendantes, ce qu'elles nous montrent, c'est qu'on est un avec la source de tout ce qui existe dans l'univers. Alors finalement, c'est comme l'histoire de l'émetteur et du poste récepteur, du poste de télévision. Oui, c'est ça. Donc, si on modifie une composante, par exemple électronique, dans le poste télé, on peut affecter la réception de l'information au niveau soit de la couleur, des images, des formes, etc. Mais ça signifie pas pour autant que le programme lui-même ou la station se trouve à l'intérieur du poste. Donc, c'est le genre d'analogie qu'on peut utiliser, je pense, avec le cerveau. Oui, et quand on coupe le poste de télévision, c'est pas pour autant que l'émission s'arrête. Oui, tout à fait. Alors, je suppose qu'on peut vous retrouver sur Internet? Oui, j'ai un site on peut trouver à drmariobeauregard.com. D'accord. Alors, donc, Mario Beauregard, Les pouvoirs de la conscience, aux éditions Interéditions, un livre passionnant. Merci d'avoir participé à cette émission. À très bientôt sur cette antenne, je l'espère. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.